Bonsoir, bienvenue à Sport Business Squad. Si vous nous retrouvez actuellement, vous faites bien d'être connecté sur ce qui se fait de mieux actuellement en Afrique en matière de management, d'économie et surtout de marketing de sport. Aujourd'hui encore sera un jour assez agréable, bien que la belle Raksha n'est pas avec nous aujourd'hui, donc j'ai une fois de plus dû la dépanner. Et ils sont nombreux, les gladiateurs du management et du marketing du sport qui sont déjà installés simplement à côté de nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous les présente après la transition. Il s'appelle Raymond Omboga. Il nous vient d'Italie. Attention, c'est le CEO de Intermanagement. Il est un expert dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le kit marketing ou le kit management. Il va nous expliquer de quoi il s'agit et on va l'accueillir comme il se doit en tant que bleu, justement dans le cadre de cette émission. Salut Raymond, comment tu vas? Ça va bien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et si tu es là justement, c'est parce que dans le cadre de cette émission, on va beaucoup parler équipement sportif, on va parler maillot sportif. Je rappelle que tu es donc le CEO de l'entreprise Intermanagement Group. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, Intermanagement Group, c'est une jeune structure qui s'occupe de kit management et un peu d'advertising management. Ouais. C'est-à-dire que nous procurons des équipements sportifs. Vous êtes basé en Italie ou au Cameroun? Nous avons une franchise au Cameroun. Voilà, nous proposons des équipements sportifs aux clubs d'élite et parfois à l'équipe nationale dans certaines disciplines. Voilà. Et quelles sont les marques en fait que vous représentez justement? Nous représentons Sportica, qui est une marque du côté de Gênes, et Damasport, qui est notre marque du côté de la Lombardie. Plus au nord. Voilà. Tout à fait. Donc je sais qu'avec nous aujourd'hui, vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau. Et donc à côté de moi, à ma droite, c'est quelqu'un qui est un peu agacé aujourd'hui. Il a dû faire un aller-retour du côté de Bafia. Il est revenu, il est un peu agacé. Il s'appelle Pierre Tatou. Il faut rappeler que c'est le CEO de l'entreprise Tatouvai Sport Entertainment. Il a roulé sa bosse, je le dis très souvent, du côté des États-Unis et c'est quelqu'un qui est véritablement calé en la matière, en ce qui concerne le management, le marketing, du sport et du divertissement. Il est avec nous, il est à ma droite et il s'appelle Pierre Toukoulou, que j'appelle affectueusement Tatou. Comment tu vas, Frangin? Je dormais déjà. Tu vas me payer pour la pub, Frangin. Tu vas me payer pour ça. Moi, je suis pas payé pour ça. Je donne un coup de main à Raksha et je te lance. Tu dois me payer pour la pub. Comment tu vas? Je suis pas encore tombé très loin. On m'a lancé comme une pierre, mais je suis pas encore tombé très loin. Mais ça va. Et toi-même? Ça va super, Frangin. Aujourd'hui, on est encore là pour parler du marketing et de l'économie du sport. On va beaucoup parler du jersey marketing. Et quelqu'un qui s'y connaît également en jersey marketing, il est à ma gauche. Lui, c'est quelqu'un qui est très connu justement du plateau. C'est un des pères fondateurs de ce concept. Il s'appelle Yannick Ndege. Il est le CEO de Six Sport Marketing and Advertising. J'espère que j'ai bien prononcé, Frangin. Parce que je sais que tu détestes quand je ne prononce pas bien cette affaire. Six Sports, avec S à la fin, c'est important. Marketing and Advertising, c'est ça? Ça va. Ah d'accord. Alors comment tu vas, Frangin? Comment est ta semaine? Pour faire tout à fait sérieux, ça va bien. La semaine s'est bien passée, un peu de boulot, mais là on est là pour accompagner nos auditeurs, pour accompagner notre projet, quoi. Ouais, l'actualité du côté de la Ligue professionnelle de football, c'était l'Assemblée générale. Ça s'est bien passé de ce côté-là, ce qu'on voit. Quel est ton point de vue sur... Mon avis sur le football, c'est que je pense que plus que jamais, on doit revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est jouer au ballon, produire du jeu. Le reste des tensions qu'ils peuvent avoir entre le président de la Ligue et son conseil d'administration, ça reste dans l'ordre des relations humaines. Naturellement, que vous soyez fils d'un même père, ça ne veut pas dire que si vous avez 10 ans à faire ensemble, ça a des années d'amitié ou de joie. Il peut arriver des tensions, mais l'important, c'est qu'on se retrouve toujours autour de ce qui est essentiel. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est le jeu. Et Dieu merci, je pense que l'Assemblée générale qui s'est tenue nous donne l'espoir que finalement, on reviendra au jeu et que le reste est dans l'ordre des faits divers. Tout à fait. Alors, on reste justement dans le sillage de l'actualité. C'est d'ailleurs l'actualité brûlante qu'on va évoquer dans le cadre de cette émission. Puma et la FECAFOOT, c'est terminé. Alors, 22 années de collaboration, ça,
faut dire quand même qu'il y a un petit pincement dans le cœur. Et moi, peut-être avant de rentrer de plein pied dans le débat, je veux savoir, Tatou, quel est ton meilleur souvenir de la collaboration entre Puma et la Fédération camerounaise de football? Je crois que j'ai une réponse à ma question. Le meilleur souvenir, pour moi, c'est évidemment la prestation de Serena Williams aux couleurs de l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour moi le meilleur souvenir. Mais après, je pense que il y a des choses qui ont été faites, d'autres n'ont pas été. Il y a des choses qui ont été bien assimilées, il y a ceux qui n'ont pas été bien assimilés pendant ces 22 ans. Je sais pas trop pourquoi on n'a pas reconduit. Enfin, j'ai mon idée dessus. Quand je parle dans ce cas des dieux, mais parlons de souvenirs. Pour rester au niveau du souvenir, pour rejoindre la question, c'est Serena Williams avec le vert jaune. Ouais. Pendant une grosse compétition de tennis. Donc, c'est Serena Williams, ouais. Il y a aussi justement ce spot que nous propose le doux de Samuel Eto'o avec les griffes du lion. Toi, Raymond, dis-moi, quel est le meilleur souvenir justement que tu gardes de la collaboration, de 22 ans de collaboration entre Puma et la Fecafoot? Je dirais aussi, comme Tatou, c'est Serena Williams, ouais. Cette image a fait le tour de la planète. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi en tant qu'équipementier. J'ai beaucoup aimé le maillot de l'équipe nationale qui était tout collé, sans couture. Ah ouais, mais qui nous a causé beaucoup de problèmes quand même. Qui a causé, la combinaison, la fameuse combinaison. Non, le maillot tout collé qui n'avait pas de couture. Ah d'accord, d'accord. Le maillot qui n'avait pas de couture, qui était tout collé. Ah, ok, je vois. Qui avait une impression assez particulière, une impression en digital assez particulière. Et qui, selon moi, a été l'un des maillots, à part celui actuel, qui a été l'un des maillots les plus intéressants de l'équipe nationale. Bon, après, le fond de la relation entre Puma et la fédération, moi, je n'en sais pas trop. Non, on va en venir, Frangin, t'inquiète. Alors, Yann, ton meilleur souvenir, Puma, Fecafoot, c'est lequel? Beaucoup d'expérience, beaucoup d'innovation, beaucoup de buzz, bad buzz, bonne buzz. Tout est bon à prendre en matière de publicité. Je pense que justement dans ce genre d'association, c'est la publicité, c'est l'exposition qu'on recherche. En termes de design, je pense que des maillots démembrés, en termes d'innovation dans le football. En 2002, lors de la CAN au Mali. La CAN au Mali, la Coupe du Monde en Corée et Japon, c'était une très belle histoire. Dieu merci. Les Lions notables de cette époque-là étaient parmi les meilleures équipes au monde. Je pense que la collaboration Puma et le Cameroun, c'était l'une des meilleures aventures. Peut-être pas les 6 dernières années, mais je pense que à partir de la 3e année, la 4e année, jusqu'à une époque très récente, en 2010 par là, on avait une très bonne aventure. En termes d'image, en termes d'expérience, en termes de design, en termes d'innovation, on a toujours eu du bon avec Puma, c'est-à-dire que ce soit le maillot démembré, c'était une innovation, que ce soit la combinaison. C'est vrai, ça a heurté les sensibilités à la mesure où il fallait aller chercher dans les lois du football pour voir est-ce qu'on a heurté la loi, est-ce qu'on a transgressé, tout ça en matière de communication. Il faut dire que ça fait jurisprudence quand même. Oui, c'était assez intéressant pour la marque et beaucoup plus encore pour le storytelling des Lions notables. Je pense que en matière d'histoire, des victoires, des conflits, ça aussi on en a besoin. Il faut dire quand même que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi mon meilleur souvenir c'est justement Corée, Japon, mais avant ça même déjà Mali 2002 avec justement ce démembré là. C'était la première fois qu'au football on voyait. Il faut dire quand même que le Cameroun en matière de maillot a beaucoup innové quand même ces dernières années. Maintenant on parle des bons souvenirs, peut-être pour des souvenirs moins bons. T'as tout ton pire souvenir dans la relation entre Puma et l'équipe nationale du Cameroun? Bon, je vais pas dire pire souvenir, je vais juste dire le moins bon souvenir quand même. Non, je vais plutôt parler de l'élément négatif à ma part, l'élément que je considère comme le plus gros manquement.
Le plus gros manquement pour ma part, c'est l'absence d'une boutique officielle Lions Indomptables, parce que je trouve qu'à mon avis, le label Lions Indomptables n'a pas été bien vendu en fait. C'est-à-dire, on serait aujourd'hui dans une logique où la fédération et Puma auraient certainement travaillé, peut-être la fédération et le gouvernement, peut-être pas Puma, auraient travaillé pour accentuer une politique anti-contrefaçon pour qu'on puisse développer le merchandising au Cameroun et qu'au niveau des Lions Indomptables, qu'on ait vraiment des produits dérivés, parce qu'après au Cameroun aujourd'hui, quand on parle de Lions Indomptables, on n'a que peut-être les maillots qui sont pour la plupart contrefaits. Maintenant, si Puma et la fédération c'était peut-être mieux préparé, ou alors peut-être ça existe dans les clauses du contrat, mais ça n'a pas été implémenté, on aurait eu en plus des maillots Puma de bonne qualité, on aurait eu des produits dérivés, des gadgets et autres et tout ça. Donc alors pour moi c'est ce manquement là que moi je retiens de 22 années de collaboration. Donc c'est à ce niveau là que j'en suis. Bon, après moins bon, catastrophique ou c'est pas trop quoi. Non, je suis pas sur cette ligne-là. Alors Raymond, dis-moi un peu, selon toi, quelles peuvent être justement les raisons pour lesquelles Puma ne veut pas rempiler avec le Cameroun? C'est assez délicat. Enfin, je veux dire, selon toi, c'est-à-dire que nous, on n'a pas les secrets de Dieu, mais quand on analyse quand même la situation de manière globale, pourquoi est-ce que Puma ne veut pas continuer l'aventure? Et écoutez, il y a plusieurs raisons. Ça peut être le fait que, comme l'a dit Tatou, peut-être qu'ils n'ont pas pu trouver un accord pour pouvoir mieux faire connaître la marque, parce que quand un équipementier vient et qui vous donne autant d'argent, c'est un package, quoi. Il faut dire quand même que la première activation de Puma date de... On a l'impression que véritablement, Puma n'a pas assez activé. Il y a des spots comme on a vu là, mais la dernière activation justement de Puma est celle qui a également apporté beaucoup de polémiques, justement avec le jeune rappeur qui se trouve actuellement en prison, MHD. Et on a l'impression justement que Puma n'avait pas une véritable volonté d'activer la marque sur le territoire. Parce que lorsqu'on prend un rappeur étranger pour justement mener des campagnes au niveau local, on comprenait que Puma ne visait véritablement pas le public camerounais. Est-ce que ce n'est pas également ça qui a un moment choqué? Non, disons que chaque équipementier a sa politique. Et après, MHD, c'est un produit marketing. Pour l'image, j'ai vu les polémiques avec les autres rappeurs camerounais. Bon, ça tient le coup. Maintenant, Puma a sa ligne, sa politique marketing, et voilà, on la respecte. Peut-être que le gouvernement, la FECAFOOT n'a pas pu proposer quelqu'un pour faire cela, ou peut-être que ça ne rentrait pas dans les clauses du contrat. Il y a beaucoup de petites hypothèses. Mais moi, je pense que tout cela, c'est un peu flou. Disons que c'est un peu flou parce que, comme l'a dit Tatou, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un store officiel, on ne sait pas pourquoi est-ce que l'équipement Puma et Lions Indomptables n'est pas vendu au Cameroun. Il y a beaucoup de petites choses autour qui nous laissent un peu béat. C'est-à-dire que moi, je trouve pas je n'ai pas de mots en ce qui concerne cet accord qui n'est pas allé un peu plus en avant. Donc, alors Yann, on sait quand même qu'avec l'arrivée sur le banc de grands noms comme Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, la FECAFOOT quand même justement avait déjà une volonté de revoir à la hausse le contrat, parce qu'il faut dire que le contrat il était de 10 milliards sur 8 ans, ce qui fait 1,1 milliard ou 1,2 milliard par là. Est-ce que ça ne peut pas également être ça la raison? C'est-à-dire que la FECAFOOT voyait plus grand, puisque ayant quand même dans son banc ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui en matière de coaching, de paire de coaching, enfin la paire de coaching. Il n'est pas d'accord, mais on va revenir. Est-ce que ce n'est peut-être pas la FECAFOOT qui voyait plus grand que Puma? Oui, déjà, je pense que ce qu'il faut chercher à comprendre d'abord, le sponsoring a ses objectifs qui peuvent être soit atteints, soit ne pas atteints. Maintenant, c'est aux deux parties d'évaluer. Est-ce que on renouvelle, quelles sont les conditionnalités pour un renouvellement rentable pour les deux parties. Ça, il faut intégrer ça. Je n'ai pas encore eu des chances d'échanger avec les représentants de Puma pour essayer de voir quelle était leur stratégie. Je ne veux pas mettre tout cela dans le coup soit d'une absence de vision ou un déficit managérial. Peut-être il faut aussi comprendre que les objectifs de Puma vis-à-vis du
Cameroun était déjà atteint. Au début, je pense, j'avais compris, j'étais jeune à l'époque, beaucoup plus jeune avec l'évolution et meilleure compréhension de la problématique. Je pense que l'objectif de Puma avec le Cameroun, c'était de pénétrer le marché africain. Cet objectif a été atteint aujourd'hui en termes de notoriété, en termes de puissance de la marque sur le plan du continent. Je pense que Puma est mieux représenté aujourd'hui grâce au Cameroun. Maintenant, est-ce que le territoire africain est encore l'objectif de Puma? Je ne sais pas. Maintenant, il faut voir est-ce que l'objectif peut être en Asie, aux Émirats, dans d'autres coins du monde. Peut-être on pense que le phare qui était le Cameroun aussi, peut-être n'a plus assez d'énergie pour pouvoir soutenir l'ambition entre guillemets globale qui peut être celle de Puma. Ça, ce sont des hypothèses. Maintenant, sur le plan de la fédération, je pense d'ailleurs que même au début, peut-être on n'avait pas la maîtrise, on n'avait pas la meilleure compétence, la meilleure approche pour pouvoir évaluer quelle était la puissance de la marque Lion Indomptable. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, une bonne équipe, je veux dire, à la fédération doit être capable aujourd'hui de bien évaluer la valeur marchande de la marque Lion Indomptable et l'adapter aux aspirations du football. Parce qu'il faut dire aussi aujourd'hui que les dividendes d'un partenariat comme Puma et ont un impact global sur le football, dans la mesure où ils financent le championnat, la Ligue professionnelle de football, le championnat amateur. Donc, il faut dire que Puma avait même promis justement de donner des équipements également au centre de formation camerounais, les ballons et consorts. Ok, dans cette logique-là, il serait intéressant au regard des enjeux, des appétits, des exigences en termes de pouvoir financier, en termes d'ambition, en termes de développement. On a des stades aujourd'hui, on a besoin des meilleures organisations qui pouvoir alimenter ces infrastructures en contenu. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, l'offre qui était celle de la Puma peut encore répondre aux aspirations dans un tel contexte? Ça aussi, c'est des questionnements. Est-ce que Puma est en mesure de pouvoir adapter ses ambitions à celles du Cameroun? C'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, je pense que la rupture, il faudra peut-être une communication officielle, celle de la FECAFOOT et peut-être éventuellement celle de Puma pour qu'on soit définitivement situé sur ce qui n'a pas marché. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'un contrat a une durée, un contrat arrive à échéance. Maintenant, quitter au parti en fonction des objectifs de voir s'il y a nécessité de le renouveler ou pas. Alors, Tatou, moi, quand j'essaye d'observer, il faut dire quand même que Puma, à des niveaux quand même, a posé un problème qui fâche aujourd'hui et dont on ne parle pas assez, c'est le problème des backshish, c'est-à-dire que les dessous de table, c'est un phénomène assez récurrent parce qu'il faut dire quand même que lorsque vous êtes une marque assez sérieuse, il est souvent difficile de négocier justement en prévoyant justement les dessous de table, surtout lorsque votre adversaire ne pèse pas assez lourd. Est-ce que les backshish ne représentent pas aujourd'hui peut-être une des raisons pour lesquelles Puma a décidé de claquer la porte? Moi, je pense que c'est peut-être une communication politique. On parle de dessous de table. Il doit avoir un problème beaucoup plus profond. Et il doit avoir un problème beaucoup plus profond et on n'a pas envie de communiquer là-dessus. Est-ce que dans le protocole d'accord que la fédération et Puma a signé, quelles étaient les obligations de la fédération, quelles étaient les obligations de Puma? Là, on ne sait pas si la fédération a rempli ses obligations vis-à-vis de Puma. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce que Puma devait faire au Cameroun? Parlons de cette question centrale. Ça, on sait déjà, on peut dire que on ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi est-ce que le problème de dessous de table se pose? Parce que c'est pour ça que moi je dis encore. Ça peut être une communication politique. Ça peut être une communication assez simple pour trouver une raison au départ de Puma. Parce que c'est vrai qu'il y a des dessous de table, ça existe partout dans le monde entier. Il faudrait pas qu'on... Oui, mais sauf qu'on a l'impression que les dessous de table aujourd'hui au Cameroun servent plus les intérêts personnels, égoïstes que les intérêts... Je ne sais pas, Parce que justement, il y a un dossier qui a été publié par des confrères qui démontrait justement que les dessous de table profitaient à des individus et leur permettaient d'avoir une assurance santé-maladie illimitée en Allemagne avec un hélicoptère médicalisé pour si jamais il arrivait qu'il tombait malade, par exemple. Est-ce qu'à un moment, quand on a l'impression que cela ne profite qu'à des individus, moi, j'ai un problème avec la communication officieuse. C'est-à-dire, j'aimerais ce qui est officiel. Alors, pour ce qui est officiel,
La Fédération camerounaise de football n'a pas encore dit qu'ils ont rompu le contrat avec Puma. Si, c'est fait. Ils l'ont fait. Non, ils l'ont fait. J'ai pas fini ma phrase. La Fédération camerounaise de football n'a pas dit qu'ils ont rompu le contrat avec Puma pour cause de dessous de table non respecté. Ah, d'accord. La Puma n'a pas dit officiellement qu'ils ont rompu le contrat à cause des dessous de table. Mais maintenant, on spécule, il y a des communications qui sortent, qui fusent un peu partout, dans la presse et autres et tout ça là. Je ne sais pas. Moi, je préfère souvent faire ma propre analyse. Alors, moi, je reste sur le plan strictement professionnel. Est-ce que Puma a été satisfait du retour ou alors des engagements qui avaient été pris par la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Si oui, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas. Mais je pense que s'il y a rupture, c'est qu'il n'y a pas eu une suite logique sur ce qui a été prescrit par le contrat. Alors Raymond, je vois que Yannick et t'as tout veut éviter la question des bacs chiches. Moi je veux savoir, enfin c'est vrai, est-ce qu'il faut encourager justement les dessous de table, parce que en tant quand même t'as tout de dire, ok, dans tout le monde entier il y a les bacs chiches. Est-ce qu'il faudrait justement, est-ce que ce n'est pas ça qui freine même le management, le kit management au Cameroun? Je commencerai par dire que rupture de contrat est différent d'un contrat qui n'a pas été renouvelé. Non, c'est pas une rupture de contrat. Alors, le contrat n'a pas été renouvelé. Donc, parce que, comme l'a dit le confrère, un contrat arrive à terme. Et maintenant, chaque partie est libre de dire, ok, je continue avec toi ou je continue pas avec toi. Effectivement. Et maintenant, en ce qui concerne les dessous de table, vous savez, il y a des fake news. D'accord. Ça peut être prise comme une fake news, ça peut être prise comme une vraie information. Supposons que c'était une vraie. On suppose. On est en train de spéculer là. Assez délicats sur lesquels il ne faut pas spéculer. Je pense que des dessous de table, comme l'a dit Tatou, ouais, il y en a dans le monde entier. Je viens d'un pays où c'est fréquent. C'est monnaie courante, effectivement. En Italie, c'est... Et donc, voilà, on peut pas dire... Il ne fallait pas que l'ambassade italienne porte plainte. Bon, c'est monnaie courante. Il y a Berlusconi qui fait son petit malin, là. et ensuite, il ne faut pas qu'on se crée non plus des problèmes en rendant officielles les choses officieuses. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à dire quelque chose d'aussi grave à l'antenne et dire que voilà. Non, on ne cite pas les noms, mais voilà. quand même, il faut dire que je reste la communication officielle. Oui. Moi, je vais revenir sur quelque chose. Premièrement, l'idée de rétrocommission, c'est du grand classique. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est enseigné. Mais on vit avec dans tous les contrats. Oui, mais peut-être pour le négociateur, enfin pour les négociateurs, pour les démarcheurs. Oui, mais quand même. Oui, les dessous de table, si tu veux que j'utilise ce mot, existent. Maintenant, ça dépend, comme je l'ai dit, le retour de la marque. Ça on le sait, c'est l'exposition, c'est la vente, c'est la notoriété, c'est l'image. Maintenant, comment on entre dans un marché? On l'étudie, une psychologie, on étudie une sociologie, on voit comment les managers fonctionnent. Maintenant, ce que je ne veux pas, pendant qu'on accuse, ça devient systématique en Afrique, on parle de rétrocommission, mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est l'ingérence. Moi, s'il fallait revenir sur ce qui n'a pas marché avec le contrat Puma, il y a aussi eu dénaturation, il y a aussi eu ingérence. De la Puma, par exemple, il y a plusieurs communications qui ont été faites, officielles, pas officielles, mais on savait que pendant une période, certains contrats avec des entraîneurs étaient pris en charge par l'équipementier. Ça, aucun livre de marketing l'instant. Je me souviens encore de ces grandes conférences de Michel Desbord s'agissant des limites du sponsoring. On parle naturellement de l'ingérence. Donc, autant on peut accuser les dirigeants africains de percevoir des rétrocommissions, autant on peut aussi reprocher aux sponsors un peu d'ingérence. Tout s'équilibre. Si vous voulez l'ingérence, ok, payez le prix de l'ingérence. Si on veut que les choses marchent claires, ok, d'accord, laissez la fédération de désigner son entraîneur. Mais après, je dis, dans un contrat, tout est question d'objectif. Je veux atteindre quel objectif? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que le partenaire est comparable du point de vue puissance, du point de vue marketing et tout le reste? Je pense qu'aujourd'hui, le contrat, le partenariat, l'alliance Puma Lion Notable a vendu
Puma dans le monde, a servi les Lions Indomptables. Bon, s'il arrive aujourd'hui que les aspirations des uns et des autres ne se rejoignent plus, ok, mais des spéculations de nature, soit à ternir l'image de la marque ou la réputation des Lions Indomptables et de la fédération, je pense que, à mon sens, je pense que c'est pas quelque chose de productif pour nous. D'accord. Nous, les gars, on va sortir un peu, enfin, partiellement de ce sujet concernant justement la collaboration entre les Lions Indomptables et Puma par des perspectives. Quel est, selon vous, l'équipementier qui correspondrait mieux à l'idéal de la marque Lions Indomptables? Quel est l'équipementier? Parole à qui veut la prendre. Raymond, Sportica. Alors, Sportica, Damasport. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut dire que tu es vraiment dans le thème de l'émission. On l'a même pas dit. Tu as un maillot, tu es brandé et tout. Tu vas payer, justement, tu vas passer au service commercial après l'émission. Parce que Winamax n'est pas sponsor de cette émission. Je profite pour faire un coucou à un petit frère qui joue justement à Bordeaux. Punjé. Maxime Punjé. C'est un dolé, comme on dit souvent, généralement. Oui, c'est plus il est plus que mon dolé, en fait. Et il faut dire que tu as souvent vu, j'ai fait beaucoup d'actions pour lui. Tout à fait. Sur le plan humanitaire. Ouais. Donc, très talentueux d'ailleurs. Oui. C'est l'un des meilleurs buteurs du club actuellement. Et on espère qu'il pourra venir jouer avec les Lions. On espère. On revient rapidement sur le sujet. Oui, quel est le sponsor? Mais non. Moi je pense que il y aurait pas forcément un sponsor qui a l'étiquette idéale. Pour un sponsor idéal pour les Lions Indomptables. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un sponsor qui, pour ma part, veut grandir, qui est prêt à déployer les stratégies marketing et communicationnelles possibles, qui est prêt à déployer les stratégies de merchandising possibles pour pouvoir faire vivre la marque Lions Indomptables. Parce qu'il faut dire, Lions Indomptables, c'est une marque, c'est un label. Et quand tu veux brand le label, tu dois mettre les armes sur pied pour le faire. Si on va prendre, je sais pas, 10 milliards chez un sponsor X par an, peut-être je prends un Nike, et qui ne font pas ce qu'il faut faire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, moi, je suis à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas forcément un sponsor spécial, mais il faudrait des sponsors qui ont de l'ambition pour faire grandir et vulgariser la marque Lions Indomptables. Alors, avant qu'on ne t'accuse des délits d'initié ou alors de privilégier tes propres marques, selon toi, il doit privilégier ses propres marques. Quel est le profil robot, quel est le portrait robot du prochain équipementier des Lions Indomptables? Voilà, Lions Indomptables aujourd'hui appartient à tous les Camerounais. Et il y a des stratégies afin de pouvoir faire participer les Camerounais comme il se doit à faire brandir l'étoile qu'est le nom Lions Indomptables. Tout à fait. Alors, moi j'aime bien, Puma une fois organiser un concours pour la mascotte de l'équipe nationale. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était la mascotte, le clown qui vient amuser les gens, mais c'était en fait le lion qui est aujourd'hui sur le maillot. Pareil, le club, l'entreprise, l'équipementier qui pourra vêtir l'équipe nationale aujourd'hui pourra passer par ces méthodes-là, peut-être lancer un concours de design de maillot. Tout à fait, tout à fait. On a vu quand même qu'il y a pas mal de designs de maillots justement qui ont circulé sur la toile ces derniers temps. Des belles propositions. Ce sont des jeunes Camerounais qui il y a beaucoup de personnes comme ça. Ce qui fait que même Sportica pourrait habiller l'équipe nationale du Cameroun. Mais sauf que il faut un équipementier qui a aussi l'aura. Tout à fait. Qui a ce charisme-là afin de pouvoir supporter le nom Lions. Vous savez, ce nom est assez lourd. C'est vrai, il y a un storytelling derrière quand même, Yannick. Oui, moi, très honnêtement, je pense que aujourd'hui, la marque qui doit habiller Lions Indomptables doit être capable de répondre aux exigences du football camerounais. Nous avons aujourd'hui des ambitions. Nous voulons avoir l'un des meilleurs championnats en Afrique sur le plan professionnel, l'une des meilleures réserves de talents en Afrique. Nous avons un projet infrastructurel qui pour cela. Donc aujourd'hui, si une marque va accompagner les Lions Indomptables, elle doit être capable de répondre sur le plan financier, c'est-à-dire que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une puissante marque. Si je pense que des marques émergentes aujourd'hui peuvent aller. Et après, pour faire un dessin, je pense qu'aujourd'hui, on doit intégrer tous les partenariats dans le football dans une dimension géopolitique aujourd'hui. Qui sont nos partenaires
sur le plan du développement au Cameroun. La Chine. Est-ce qu'en Chine, il y a un équipementier? Oui, il y a des équipements. Il y a PIC qui accompagne déjà la fédération camerounaise de basketball. Oui, et ça se passe plutôt bien. Il y a de très bons équipementiers qui habillent des grands clubs en Espagne qui font des bons designs dans le football. Maintenant, il faut que les marques Lions Indomptables aident d'abord le football local et servent de driver pour des marques qui veulent s'implanter en Afrique naturellement. C'est dans cette logique qu'on doit être. Quelle est la valeur ajoutée d'une marque comme Nike, Adidas, par exemple, vers les Lions Indomptables? Je ne la trouve pas. Ce n'est pas les Lions Indomptables qui vont accompagner la notoriété d'Adidas au Cameroun. Ça, c'est pas nouveau. Sans être équipementier de Lions Indomptables, Adidas fait des ventes au Cameroun. Nike, pareil. Donc aujourd'hui, je pense que tout doit s'intégrer dans une dimension géopolitique. Et géostratégique. Nos partenaires sont qui? C'est la Russie, c'est la Turquie. C'est la Chine. Maintenant, c'est l'Italie. Maintenant, je pense que l'ambition aujourd'hui du savoir-faire chinois aujourd'hui doit rentrer dans cette logique-là. Et je pense que si la fédération raisonne comme moi, on a la chance de faire des meilleures levées de fonds aujourd'hui pour pouvoir capable de soutenir le football local. Donc, moi, honnêtement, je serais un peu plus déçu, sauf si la valeur financière, elle est là. Mais je pense que l'ambition marketing, que ce soit pour les Lions Indomptables, que ce soit pour des marques avec une forte réputation, comme Puma, Nike, Adidas, pour moi, semble obsolète. Je pense qu'il faut aller aujourd'hui vers des nouveaux marchés. Si on veut vendre les Lions Indomptables en Chine, ils ont des alliances du genre avec la diffuser la marque Lions Indomptables en Asie. Voilà ce genre de liens qu'il faut. Essentiellement, je pense que c'est ce raisonnement qu'on doit tenir à l'Africa Foot pour chercher l'équipementier. Donc, chercher ceux qui peuvent nourrir la marque Lions Indomptables davantage, qui peuvent la diffuser dans d'autres territoires comme l'Asie par exemple. Donc, il faut aller voir avec des équipementiers chinois. Ils peuvent avoir l'argent. Dans ce sens, il y aura une cohérence entre l'ambition politique sur le plan macro et l'ambition de la fédération sur le plan sportif. C'est vrai que Raymond n'est pas très d'accord avec cette approche, mais... Non, mais la Chine, je ne suis pas très d'accord. Oui, c'est vrai que... On va vendre le monde à la Chine quand même. Non, mais vous savez, la Chine, c'est les nouvelles puissances. Il faut dire quand même que ça marche plutôt fort. Et les droits télé, par exemple, dans les grands championnats aujourd'hui sont achetés par la Chine. Et les matchs, justement, sont programmés aux heures chinoises. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les droits télé. Je peux voir un scénario, imagine aujourd'hui que la nouvelle star du Paris Saint-Germain, qui est Choupo-Moting, soit l'égérie d'une grande marque chinoise. Voyons la valeur ajoutée de la marque Indomptable dans un territoire comme l'Asie, ce type de... Et peut-être c'est une façon pour les Chinois d'arrêter aussi de nous dépouiller en termes de joueurs, parce qu'on a perdu quand même Bassogok, on a perdu notre capitaine. Vous l'avez perdu comment? Et c'est pour ça que je dis peut-être en étant... vous l'avez perdu comment? Quand quelqu'un va faire 8 milliards de francs CFA, vous l'avez perdu? En étant équipementier. Bref, alors on a c'est parlé du Cameroun, les gars, si vous voulez bien, on va un peu parler du continent africain. On reste dans le jersey marketing. On va parler du continent africain et c'est la stat de la semaine. Alors, le sponsoring, merci Tatou, on est en direct, tu peux te lâcher, tu peux... Non, voilà, moi je demandais juste quelque chose. Tu peux me bousiller mon émission, il n'y a pas de souci. Alors, il faut dire que le sponsoring maillot est l'un des premiers moyens de publicité sportive qui a vu le jour en Afrique et très vite d'ailleurs sur le continent africain. Et donc justement, les grands équipementiers ont su justement faire du continent africain un véritable Eldorado du maillot sportif. Il faut dire également que l'Afrique ne s'est pas laissée faire. L'Afrique est également allée conquérir le monde et a de temps en temps pu s'exprimer sur certains maillots et ça crée de la polémique. Et donc Marielle Abaté, dans le cadre de la statistique de la semaine, fait pour nous un léger ranking des sponsoring maillots qui ont le plus fait jaser en Afrique. Salut Marielle. Salut à toutes et à toutes et à toute l'équipe et bien sûr de nouvelles données cette semaine en ce qui concerne notre rubrique chiffrée. Nous nous intéresserons donc aux contrats de sponsoring maillot qui ont suffisamment ébranlé la scène de l'opinion africaine. Et nous démarrons tout de suite avec le contrat de l'équipementier allemand Puma qui a procédé au renouvellement de ses installations chez les Lions Indomptables du Cameroun. Un accord de visibilité estimé à 1 milliard de francs CFA officiellement, montant critiqué par l'opinion médiatique et les acteurs du domaine sportif avertis qui voileraient une autre marge du contrat qui profiterait plus aux exécutifs du football camerounais.
Les experts du marketing sportif, quant à eux, s'insurgent dans le fond en ce qui concerne l'étendue des bénéfices de ce sponsoring Puma, moins alléchant que celui proposé par la firme Nike, qui annonçait donc son entrée en scène, mais dont l'offre sera malheureusement bloquée d'accès. On peut dire d'autant pour Puma en Côte d'Ivoire. Le contrat de la firme allemande dans le domaine des éléphants a connu depuis une révision de coût de 500 millions de francs CFA à environ 2 milliards de francs CFA, avec des bénéfices allant de l'habillement des sélections au paiement des primes de match. Le sponsoring de la marque serait plutôt prestigieux de ce côté du monde, qui expliquerait la constance de Puma en Côte d'Ivoire. Tchad FC Metz, c'était en 2016 que le gouvernement tchadien s'est invité sur la pelouse du championnat français. L'Oasis du Sahel avait en effet choisi de sponsoriser FC Metz, qui avait à cette époque besoin d'un partenaire principal chaque saison qui s'afficherait sur son maillot, révélait alors Bernard Serrin, président du club, lors d'une interview accordée à RFI dans la mouvance de l'annonce. Le club et l'État étaient donc parvenus à un accord malgré les préjugés sur la stabilité de l'exécutif du football tchadien, par ricochet à celle du pays. Cette exclusivité ne sera malheureusement pas pérenne car en 2017, le contrat avec LC2 sera suspendu. Rwanda-Arsenal, une opinion davantage mitigée suite à la décision de Kigali en 2018 de sponsoriser le club de football d'Arsenal. Le contrat estimé à 40 millions de dollars répartis sur 3 ans a heurté une bonne partie de l'environnement des deux camps. Une réjouissance pour les Rwandais pour une autre visibilité du logo Visit Rwanda qui apparaîtra désormais sur les maillots d'Arsenal pendant 3 ans, tandis que les contribuables britanniques étaient aux abois de voir un tel investissement se réaliser au vu et au su des subventions que le pays reçoit du Royaume-Uni. Un argument rattrapé heureusement par la ministre britannique pour l'Afrique, Harriet Baldwin, avait donc affirmé qu'aucune aide britannique n'a été utilisée pour sponsoriser Arsenal. C'est donc tout pour cette semaine. En termes de statistiques, nous nous retrouvons la semaine prochaine et ce sera dimanche pour une actu en plus. Alors, on a pu le voir justement dans le cas de cet élément de Marielle Visit Rwanda. C'est l'une, sinon la plus grosse action marketing ou du moins de jersey sponsoring menée par un État africain notamment. Alors, comment, les gars, comment vous appréciez justement ce partenariat entre le pays des Paul Kagame et les Gunners? Ben, il faut comprendre que j'aime pas trop répondre à des questions qui concernent le Rwanda parce que c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Moi aussi d'ailleurs. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. Parfois on pense que je suis trop... peut-être parce que... Tu es rwandophile. Et certains qui sont proches de moi, connaissant mes affinités avec le Rwanda, pensent que j'ai été nommé ambassadeur du Rwanda quelque part. Mais en réalité, vous savez, le Rwanda sort d'une histoire très compliquée. Ouais. Alors, et dans l'univers médiatique, on peut l'Afrique à l'étranger comme un continent très pauvre, comme un continent où il faudrait forcément débourser $1 pour pouvoir chaque mois pour pouvoir sauver l'Afrique, parce que l'Afrique c'est ci, l'Afrique ça. Je vais raconter une petite... D'ailleurs, il y a eu une polémique autour on disait mais où est-ce que le Rwanda a pris l'argent pour voilà. Est-ce que ce n'est pas un détournement? Voilà, où est-ce que l'argent, est-ce que c'est pas l'argent que la Grande-Bretagne envoie au Rwanda qui est revenu à Arsenal? Mais non. En fait, l'idée derrière, c'est quoi? C'est vendre une destination touristique. Ouais. Vendre une destination touristique et une destination économique. Ouais. Et derrière, le pays de Kagame va s'asseoir, il va se dire, Arsenal, c'est un très grand club. Ouais. Arsenal, c'est un club qui, quand il joue, il y a beaucoup de personnes qui se mettent devant la télé pour voir. Tout à fait. Arsenal, c'est un club où il y a beaucoup de caïds sur le plan économique. Il y a un storytelling derrière. Mais il faut aussi dire quand même que ils veulent, s'ils ont choisi le championnat anglais, ce n'est pas par hasard. On sait que le Rwanda est beaucoup plus anglophile quand même ces derniers années. Oui, c'est vrai que le Rwanda a basculé vers le... Même si la secrétaire générale de la francophonie est rwandaise. Oui, bah après, ils ont essayé d'un peu devenir comme le Cameroun en miniature. Comme le Cameroun, en fait. Ouais, 2 poids, 2
mesures. Mais il faut rester dans le cadre géostratégique et économique. Le Rwanda se positionne sur une sphère où on dit, je vais vendre mon pays, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin de visiteurs. Et il faut dire que le Rwanda est un très grand pays touristique. Donc, c'est tout à fait normal que si on dépense un peu d'argent pour faire de la communication, et il faut préciser. Et c'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas encore chez nous. Que ce soit nos politiques, que ce soit certains dirigeants d'entreprises au Cameroun, ils n'ont pas encore compris que le sport est un vecteur de développement économique, tout à fait. Il faudrait que les gens comprennent que le sport est essentiellement basé sur l'émotion. Est-ce qu'on pourrait... Et quand on parle d'émotion, on parle de captation d'attention. C'est-à-dire qu'on arrive à capter... Imaginez un instant, quand vous passez sur la route, pour rentrer chez vous, vous prenez votre voiture pour rentrer chez vous, et qu'il y a un politicien X qui fait un tapage et tout ça là, à peine si vous le regardez même. Mais passez dans cette même route-là, et vous voyez un enfant qui est en train de jongler un ballon, en train de courir et jongler le ballon, mais vous allez prêter attention. Tout à fait. Parce que c'est l'émotion, en fait. Et derrière ça, c'est un moyen plus efficace de communiquer. Je ne suis pas en train de remettre en question la communication traditionnelle, mais il faut dire aujourd'hui que le sport est, pour moi, reste le meilleur moyen de communiquer sur votre marque, sur votre produit, X, Y, Z. Mais moi, ce que je veux savoir, Yannick, il faut dire quand même que c'est bien, on parle de 40 millions d'euros qui ont été investis justement pour ce sponsoring-là, mais à contrario, on voit que lorsque des sponsors, ou du moins les équipementiers, on en parlait tout à l'heure, viennent en Afrique, généralement l'offre est très très basse, est revue à la baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rendre bankable, pour que nos équipes justement soient bankable? Déjà, comme je l'explique, le sponsoring ou la publicité rentre pour celui qui la reçoit, rentre dans une logique de lever des fonds ou de vendre un service. L'idée derrière, c'est de financer un ensemble de choses. Ça veut dire que si on veut qu'un sponsor ou bien un équipementier arrive dans une fédération, c'est pour soutenir d'abord le développement du football et la croissance de la fédération. Dans ce sens-là, tout dépend maintenant de l'ambition qu'on se fait en tant que demandeur, des moyens qu'on veut lever. Si je suis, par exemple, pour qu'on se comprenne bien, si je suis une start-up camerounaise, dans mon business plan, je pense que les investissements, l'ambition que je me donne sur 5 ans, c'est 2 millions de dollars qu'il me faut pour lever. C'est mon ambition, mais maintenant ça ne veut pas dire que c'est la valeur de mon projet, ça ne veut pas dire que c'est la valeur du produit que je veux mettre sur le marché, mais c'est ce dont j'ai besoin à l'instant. C'est comme ça que ça marche maintenant. Il y a aussi quelque chose, c'est que les Africains aujourd'hui ne prennent pas suffisamment conscience du poids qu'ils représentent dans le football. Je fais une petite démonstration, je suis tombé sur une étude qui a été faite par une agence à l'international qui présente l'Afrique comme avec le plus grand taux d'intérêt du football dans le monde, à savoir 108%, avec le plus grand taux de pratiquants dans le monde. Dans le monde, tout à fait. Devant l'Europe, devant l'Amérique latine, devant le Brésil en termes de pratiquants. Devant l'Amérique du Sud, de façon globale. Maintenant, c'est des données que les Africains, mais c'est des données que ceux qui gèrent le football n'intègrent pas aujourd'hui. Ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Peut-être parce qu'ils en ont, mais peut-être ils en ont, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne les intègrent pas aujourd'hui. Maintenant, la stratégie des marques, c'est quoi? C'est vers les territoires qui ne sont pas saturés. Tout à fait. Tout à fait. En Europe, c'est saturé. En Afrique, on n'a pas besoin d'innover pour vendre en Afrique. On a juste besoin d'exister. Maintenant, les marques européennes ont compris ça. Pour faire quelque chose en Europe aujourd'hui, il faut investir dans la recherche et le développement. En Afrique, on a simplement besoin d'exister, on n'a pas besoin d'innover. Donc, il faudrait que nos managers comprennent ça. C'est-à-dire que si je suis rwandais, si je veux développer le football au Rwanda, je dois comprendre que l'ambition de celui qui vient, je dois être capable de la mesurer, de la quantifier à terme maintenant avant de proposer de faire le bon deal. Donc moi je pense que c'est l'expertise, c'est la vision qui marque. Maintenant s'il faut revenir au contrat lui-même, je pense que en termes de stratégie, de territorial marketing ou de branding nation, c'est quelque chose d'assez intéressant pour le Rwanda en termes de visibilité. Ça veut dire que le Rwanda
aujourd'hui bénéficie d'un taux d'affection dans le monde qui est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il représente un potentiel économique, un poids économique énorme en Afrique, mais tout ça, c'est des opérations marketing qui peuvent faire en fait qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un grand pays. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand on fait des opérations de marketing international, c'est d'abord pour attirer les touristes. Les touristes qui viendront dépenser ou qui viendront investir. Bien, pour aller dans un pays, il faut être capable de pouvoir l'identifier dans une carte. Et c'est à ce niveau que je rejoins Tatou et en fait, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir de persuasion et la capacité de diffusion du football aujourd'hui, c'est phénoménal. Tout à fait. En quelques minutes, on a une exposition médiatique à l'échelle du monde. Donc je pense que nos États aujourd'hui doivent comprendre ça. Pas pour dire qu'il faut aller investir dans l'audience des autres, mais on peut travailler des projets, comme par exemple au Cameroun, je pense qu'on a des marques qui peuvent avoir peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 30 ans, avec meilleure exposition qu'Arsenal pouvait avoir dans le monde. Je pense que Tonnerre, Calara Club, le Canon de Yaoundé ont diffusé dans le monde il y a 20 ans. Il faut dire qu'une étude justement menée par nos confrères de l'équipe, me semble-t-il, ou de France Football, démontre que Canon de Yaoundé fait partie du top 20 des clubs les plus titrés à l'international aujourd'hui. C'est énorme quand même. Maintenant, si on a une telle réputation mondiale, maintenant le gars du Cameroun peut décider d'investir massivement pour que le Tonnerre Calara Club, qui est le club de mon corps, soit peut-être le driver de toutes les stratégies de marketing à l'échelle internationale pour le Cameroun. Tout à fait. Alors, on a parlé du Cameroun, on a parlé de l'Afrique subsaharienne. Allons un peu voir ce qui se passe du côté du Maghreb. Il faut dire quand même que de ce côté-là, les contrats de sponsoring ne sont pas forcément toujours abordés de la même manière que nous. Et justement, il est déjà positionné du côté de Casablanca. C'est notre reporter, c'est notre correspondant permanent. Il s'appelle Bertrand Vonder. Alors, dis-moi Bertrand, comment se fait justement le choix des équipements dans les pays du Maghreb? Bonsoir à ton riche panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Alors, comme dans toutes les grandes fédérations nationales, il faut noter que le choix de l'équipementier est un élément fondamental pour le développement, le merchandising ou alors la promotion du sport ou du football en particulier. Ainsi, dont le Maghreb n'est pas en reste parce que le cas de la Fédération royale marocaine de football nous prouve que tout est pris au sérieux dans ce cas de mesure. Au Maroc, par exemple, un appel d'offres est lancé lorsque un contrat est à son terme. Ainsi, les postulants peuvent présenter leurs meilleurs produits, leurs meilleures offres et aussi un meilleur contrat pour pouvoir prendre en charge l'habillement des sélections nationales dans ces pays-là. Et également, il faut noter que la meilleure offre est prise en compte et le choix des meilleurs, je dis bien les meilleurs équipements est également très nécessaire. Donc c'est un peu le problème ici et le Maroc a d'ailleurs renouvelé son contrat avec Adidas et il faut noter qu'à un certain moment ce contrat a failli être résilié parce que Adidas n'a pas, les Marocains ne sont pas contents de l'équipement actuel de leur sélection nationale. C'est un maillot très critiqué et ça a failli, n'est-ce pas, causer beaucoup de problèmes entre la Fédération royale marocaine de football et la firme Adidas. Mais tout est rentré dans l'ordre parce que Adidas a proposé une meilleure offre dans les prochaines échéances. Ainsi donc tout est revenu dans l'ordre et également donc le contrat a été renouvelé, c'était en janvier dernier. Voilà un peu comment se passe le processus, comme dans chaque pays, tout simplement par un appel d'offres et puis maintenant les différents postulants peuvent répondre aux exigences de la fédération et si tout est mis en œuvre, le contrat peut être signé. Alors, je veux savoir, Bertrand, on parlait tout à l'heure de Puma. Il faut dire quand même que Puma a claqué la porte dans pratiquement tous les pays du Maghreb, à part l'Égypte, justement, qui reste aujourd'hui le seul véritable partenaire de Puma dans le Maghreb. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène?
Alors, le constat est simple. Il faut comprendre que la concurrence est rude dans ce marché et qu'aujourd'hui, d'autres firmes ont compris que Puma a eu beaucoup de succès en Afrique et a habillé beaucoup de sélections africaines durant ces 15-20 dernières années. N'oubliez pas que l'Égypte a eu 3 Coupes d'Afrique des Nations d'affilée avec Puma et que l'Égypte Puma a carrément habillé presque toutes les grandes sélections africaines de football. Aujourd'hui, le Maghreb qui est passé par là a, n'est-ce pas, essayé de changer la donne parce que Adidas est venu avec de meilleures offres, avec une nouvelle vision en termes de merchandising, en termes de management et en termes de qualité d'équipement. Donc le renouvellement du contrat d'ailleurs de la Fédération royale marocaine de football avec Adidas en janvier dernier et également la Fédération algérienne qui a renouvelé son contrat avec cette même firme. Et puis il y a Kappa qui a signé son contrat avec la Fédération tunisienne de football pour 4 ans et 7 millions de dinars tunisiens de mise, donc environ 2 millions 11 000 euros par an. Donc vous voyez que ça se bouscule, que ce soit en termes d'offres, que ce soit en termes de qualité d'équipement. Donc Puma, qui a quand même fait son temps, est en train de se chercher, est en train de disparaître peu à peu du marché maghrébin. Et il n'y a que l'Égypte qui a pu engager encore un nouveau contrat avec Puma. C'était en janvier dernier, après 8 ans passés sous la houlette d'Adidas. Et c'est pour dire que les choses ne sont pas stables ici. Chacun vient faire ses propositions et on essaye de voir en termes d'offres et en termes de visibilité ce qu'il y a de meilleur. Voilà, je crois que Bertrand, tu nous as assez édifié justement, on a ratissé le continent africain. Il faut dire quand même que c'est souvent bien de temps en temps de copier le bon exemple. Et nous, on fait quoi? On va peut-être en France pour essayer de voir comment ça se passe là-bas, parce qu'il faut dire qu'il y a une actualité justement qui est assez brûlante. On apprenait cette semaine la signature d'un contrat de sponsoring maillot colossal estimé à 50 millions d'euros entre le PSG et le groupe Accor Hotel. Et donc justement ce qui fait désormais que le PSG fasse partie du top 5 des clubs, des meilleurs sponsoring maillots du côté de l'Europe. Et justement, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Il s'appelle Vincent Chaudel, il est le fondateur de l'Observatoire français du sport business et il est expert en marketing du sport et il est déjà connecté. Et donc, Vincent, moi ce que je veux savoir d'emblée, comment appréciez-vous justement ce sponsoring maillot qui a donc été signé entre le PSG et bien évidemment le groupe Accor? Le contrat de sponsoring entre le groupe Accor et le PSG permet au club qui est déjà dans le top 5 des plus grands clubs d'un point de vue économique de rejoindre le club des top 5 sponsors avec un contrat de plus de 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est la confirmation que le PSG est désormais dans ce club fermé ou très select des top clubs mondiaux. Ce que je veux savoir justement, Vincent, qu'est-ce qui peut justifier l'intérêt du PSG pour le groupe, qu'est-ce qui peut justifier l'intérêt du groupe Accor pour le PSG, qui est déjà, il faut dire quand même, battait déjà pavillon qatari. De rejoindre le groupe Accor, c'est un groupe mondial qui a des hôtels partout dans le monde, et ce qu'il vient chercher dans un sponsoring avec un club comme le PSG, c'est une exposition mondiale. On est dans une approche de ce qu'on appelle du co-branding, c'est-à-dire des marques qui ont comparables d'un point de vue puissance, d'un point de vue exposition, notoriété. Et ce que un groupe comme Accor vient chercher avec le PSG, c'est finalement un plan communication mondial. Et c'est la force du football, c'est de pouvoir exposer des marques dans le monde entier. Alors, on sait quand même, Vincent, que ici en Afrique, quand même, le PSG a une grosse communauté quand même de supporters. Est-ce que cela pourra avoir un impact justement sur la notoriété du groupe Accor sur le continent africain? Historiquement, un club comme l'Olympique de Marseille a une relation avec l'Afrique très forte. Il est clair que le PSG doit travailler le territoire africain, la zone géographique africaine,
Le groupe Accor a des hôtels un peu partout en Afrique et ça devrait l'aider. Donc il y a un intérêt à la fois pour le PSG pour avoir des relais matériels physiques en Afrique, mais aussi pour le groupe Accor qui va pouvoir utiliser ce partenariat-là pour créer du lien et de l'animation dans pour ses clients fidèles. Et ces clients fidèles, certains vont en Afrique, certains viennent d'Afrique. Alors, Vincent, je veux savoir, quel est le conseil justement que tu pourrais donner aux clubs africains pour davantage attirer justement à l'image du PSG des multinationales et peut-être rendre justement les championnats africains bankable? Un conseil pour les clubs africains, c'est pas toujours facile et il faudrait pas se mettre en position de donneur de leçons, mais ce qui est intéressant dans le partenariat Accor-PSG, c'est Paris est une des villes les plus importantes d'un point de vue tourisme au niveau mondial. Quand on parle de tourisme, on parle d'hôtels. La France est un fleuron, l'industrie du tourisme est un des fleurons de l'industrie française. Eh bien, le groupe Accor en est un ambassadeur avec ses hôtels. Et il y a une cohérence, un lien entre le partenariat de l'hôtellerie à la française avec le groupe Accor et avec une ville comme Paris et son club de football. On voit cette logique-là. Pour les grands clubs africains, il faut travailler ce genre de logique également. Il y a des industries particulières, il y a des savoir-faire particuliers, il y a des réputations mondiales en Afrique. Eh bien, il faut que les clubs africains s'en fassent l'écho, s'en fassent les ambassadeurs et réciproquement. Donc, il faut trouver ce lien-là. Ce lien, il peut se faire aussi dans le football. Les clubs de football peuvent être le lien entre le pays, la ville, et puis la diaspora. Et ça peut passer aussi par les réseaux sociaux. Il y a ce genre de réflexion à mener. Alors, nous, merci beaucoup Vincent. On rappelle justement que tu es donc le fondateur de l'Observatoire français du sport business et tu es donc un expert en marketing du sport et que tu es basé du côté de la France, c'est à Paris, si je ne me trompe pas Yannick, Si, c'est tout à fait. Non, je sais, j'ai pas une bonne maîtrise de la géographie mondiale, mais ça... Alors vraiment merci beaucoup Vincent, j'espère qu'on t'aura très bientôt dans le cadre justement de cette émission Sport Business Squad. Alors moi les gars, justement à la suite de ce que disait tout à l'heure Vincent, quels sont selon vous les atouts des équipes africaines justement en vue de pouvoir se vendre et attirer justement ce type de sponsors? Déjà pour répondre, je vais répondre simplement par une évocation qui a été faite ici par vous-même, c'est-à-dire le fameux classement qui a été rendu officiel et dans lequel figuraient des clubs comme le Canon Sportif de Yaoundé qui a une grande réputation, une grande renommée, je le rappelle, par France Football. Voilà, qui a une grande renommée mondiale telle que l'expliquait Vincent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut simplement abonder dans son sens, se dire qu'il y a des savoirs particuliers qu'il y en a au Cameroun, même dans la région du centre, dans la région du nord, dans tout le pays. Il y a des choses qui rentrent dans notre identité, ou bien alors il y a des projets. Moi, je le dis souvent assez. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a un pouvoir financier énorme. Je pense qu'il a besoin justement des drivers pour accompagner cela. Donc, l'une des logiques qui peut être, je ne sais pas ce qui est interdit au gouvernement africain de s'ériger en sponsor sur des projets qui sont d'un intérêt national ou bien international. Je pense que quand on veut lever des fonds, on doit avoir des logiques. Il y a quelque chose qui m'a passionné justement dans la ville comme Douala. La municipalité de Douala a créé un fonds d'investissement. Je pense que les fonds d'investissement aussi ont une capacité de communiquer qui est intéressante. Si on veut que les gens y investissent, naturellement la diaspora, comme on dit, quand on veut faire un fonds d'investissement, quand on veut faire une grande industrie financière, on veut que les gens y mettent de l'argent. Je pense que
la diaspora camerounaise, la diaspora Sawa par exemple, s'il faut se resserrer dans ce prisme identitaire, à une forte diaspora en France, à Paris, ils peuvent rentrer là-dedans. Maintenant, comment les atteindre? Il y a des grands clubs comme Union de Douala qui bénéficient justement d'une grande exposition, d'une grande notoriété. Donc je pense que des modèles comme à l'image d'Accor et Paris Saint-Germain peuvent vraiment trouver du sens pour nos clubs africains. J'ai parlé Canon, j'ai parlé Tonnerre, j'ai parlé Coton Sport de Garoua, si on dans le Grand Nord, avec tout ce que le Grand Nord peut avoir comme savoir-faire dans l'artisanat, dans l'industrie laitière, dans l'agriculture. Il y a ceux des cotons. Je pense qu'il y a une cohérence et il y a justement des projets comme cela qu'on peut mener qui peuvent permettre justement de soutenir le sport, le football en Afrique. Alors les gars, refermons un peu ce sujet justement des sponsoring maillots. Peut-être déjà par toi, Raymond, il y a aujourd'hui un concept qui est considéré comme très tabou du côté de la FIFA et surtout du côté de la CAF. Eh bien, le sponsoring maillot des équipes nationales. Pour ou contre? Ça dépend. C'est pas une colle. Pour ou contre? Est-ce que un jour tu es assis sur ton canapé, tu regardes un match Cameroun, je sais pas moi, France, et sur le maillot du Cameroun, tu as peut-être, je sais pas moi, Sportica. Non, Sportica c'est une marque. On a par exemple IM, c'est-à-dire que Inter Management Group. Est-ce que tu penses que c'est... Non, à 200%. Pour ça peut pas être possible d'avoir un sponsor sur un maillot de la nationale. Mais par contre, des disciplines comme le basketball, le volleyball admettent déjà justement cette pratique et ça permet véritablement de renflouer les caisses de ces fédérations-là. Je dois dire qu'on en fait déjà un peu trop. Oui, pas un peu trop, c'est déjà quelque chose parce que vous voyez, sur les tenues de free time, vous avez les tenues de free time, c'est quand ils sont à l'hôtel, quand ils se baladent. Il y a des sponsors déjà. Okay. Vous avez le polo de l'équipe nationale avec, je sais pas moi, Orange ou PMUC dans le temps. C'est déjà assez. Pas tout de suite venir nous mettre PMUC sur le maillot de l'équipe nationale du Cameroun ou Orange. Moi, je pense pas que ce soit assez... Alors, t'as tout pour ou contre, sachant que aujourd'hui, quand même, la fédération rame. On parlait tout à l'heure de l'AG, de la Ligue professionnelle de football. On parlait d'un budget de 2 milliards, c'est compliqué et tout. Est-ce que peut-être le sponsoring maillot de l'équipe nationale ne pourrait pas permettre de renflouer les caisses de certaines fédérations africaines? Oui, il faut dire que le sujet est tabou et que tout le monde a peur d'en parler. J'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas d'en parler. Peut-être Yannick, tu vois. Bon, après Yannick. Moi, je pense qu'il y a une logique que je partage et il y a une philosophie, il y a quelque chose d'assez éthique que je pense que dans ces restrictions-là, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Si on se met dans les scénarios aujourd'hui, il y a eu beaucoup de polémiques sur le cas du Paris Saint-Germain, avec le fair play financier justement, est venu du fait que des États se constituent à des marques aujourd'hui. Ce qui n'est pas mauvais quand même. Ce qui n'est pas mauvais, mais il y a une dénaturation, il y a une ingérence. Je crois un scénario, parfois ça peut friser les incidents diplomatiques. Voyez le Qatar par exemple qui a une grande capacité financière. Dans le maillot d'une équipe de France ou bien de l'équipe d'Israël par exemple sur... le maillot de l'équipe nationale d'Israël, on voit peut-être QSC Sport, pas bien sport, peut-être QSC, ou bien peut-être QTA, que désormais le fils de tourisme du Qatar est sponsor de l'équipe d'Israël. Mais ça peut aussi être justement un facteur de paix. Comprenons-nous, il y a des scénarios où c'est pas l'argent qui est un problème, mais c'est l'effet pervers. C'est-à-dire qu'il y a naturellement une situation d'ingérence. C'est-à-dire qu'une grande firme russe qui fait dans le pétrole, qui fait dans les énergies, comme par exemple Gazprom, qui devient le sponsor de l'équipe nationale de l'Indomptable. À quelle hauteur? Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir qu'on perd. Donc c'est cette souveraineté. Il y a cette souveraineté. Mais t'as tout quand même. Je pense qu'avec le pouvoir de diffusion du football, il ne faut pas aller jusqu'à ces niveaux-là. Mais Tato, à contrario, je vais te relancer. À contrario justement de cet effet pervers qu'il évoque, mais des entreprises locales pourraient justement utiliser les maillots de leurs équipes nationales pour davantage mieux se vendre. Je prends le cas, t'inquiète, je te lance. Je prends le cas justement de notre équipe de volleyball qui a participé à la Coupe du Monde en Italie justement, et avec sur le torse David Campbell
qui est une entreprise qui est quand même le fleuron de la télécommunication nationale. En fait, ce que moi j'abordais justement dans ton sens, parce que quand on va à la Coupe du Monde, je pense que on va représenter un pays, on va représenter une nation. Et les entreprises de ce pays-là on représente la nation tout entière. On représente toi, on représente moi, on représente Omco, on représente Intermanagement, on représente Six Sports, on représente HTV et autres. On représente tout le monde. Ouais. Alors pour moi justement, je serais dans la logique où on fait le gouvernement lance l'appel d'offres et dit écoutez, pour le front pace de maillot, ça va coûter 5 milliards. Disons, c'est généralement dans les 52% du budget qui... Voilà. Donc, on va dire peut-être 5 milliards. On prend un truc comme ça, 5 milliards. Mais écoute, s'il y a une compagnie camerounaise qui peut poser 5 milliards, pourquoi pas. Donc, moi, je suis dans la logique où il faudrait que la FIFA et la CAF autorisent ça. Mais avec des conditions. Tout à fait, que les entreprises soient locales. Voilà, justement, il faudrait qu'elles soient locales. Maintenant, ici, il ne faudrait pas qu'elles soient multinationales aussi. Et ce sera difficile d'avoir une entreprise qui n'est pas multinationale, avoir assez de ressources financières. J'évoque ici des possibilités. Il faudrait pas qu'elle soit multinationale. Parce qu'après, si elle est multinationale, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Donc, elle devrait être publique et par rapport. Non, elle doit être privée. Privée, parce que c'est pas tous les Camerounais qui veulent donner l'argent pour l'équipe nationale de volley. Elle doit être privée. Donc, vous comprenez que, en fait, pour moi, donc, il faudrait qu'on essaie d'entourer cette... D'arrondir les angles. Oui, pas forcément d'arrondir les angles, mais pouvoir accompagner cette procédure par certains critères. Bien sûr. Donc, mais je suis pour. D'accord. Alors, nous, on fait quoi? On va donc prendre la dernière partie de cette émission. On a beaucoup parlé football, nanana. On va parler basket et c'est le focus de la semaine. Voilà, je disais donc tout à l'heure, on parle un peu basket et la question elle est simple. Vraiment, j'ai une question qui est très très simple, les gars. La Côte d'Ivoire a-t-elle triché pour se qualifier au mondial de basketball qui se jouera donc en août prochain du côté de la Chine? S'il dit oui, mon ami Stéphane Da, qui est membre de la Fédération ivoirienne de basketball et qui est ancien joueur de D-League en NBA, va tirer sur moi. Mais honnêtement, je dirais oui. Pas tricher, mais je pense qu'il y a eu un arrangement parce que le Nigeria, quand même, c'est quand même une grande équipe de basketball en Afrique. Peut-être qu'il n'était pas en forme. Non, j'ai vu et revu ce match. On parle de 26 points d'écart. J'ai vu et revu ce match. Le Nigeria, et on rappelle que le Nigeria est invaincu en Afrique depuis quand même un bon moment. En fait, ce qui choque le plus, c'est que moi, je suis ancien basketteur. Et quand je vois ce qui s'est passé, ça frise carrément un arrangement, une tricherie. Donc, mais non, après, il y a eu le Mali derrière également. Et on a l'impression. Non, en fait, ce qui m'a fait mal, c'est la défaite du Nigeria. C'est vrai avec la manière. Ils ont perdu avec la manière. Et on rappelle quand même que pour se qualifier, justement, la Côte d'Ivoire avait besoin d'un grand nombre d'écarts de points, justement, pour dévancer le Cameroun et se qualifier. Bon, moi, la question que je vais te poser, Yannick, est-ce que le Cameroun a une fois de plus échoué au jeu de la géostratégie sportive ou alors de la diplomatie sportive? Parce qu'on rappelle quand même que ces histoires, ça se joue souvent quand même entre les États. Oui, après, aborder la question dans ce sens, c'est vraiment donner mon option sur la tricherie, sur les arrangements. À supposer que peut-être il y aurait eu un arrangement, est-ce que le Cameroun aurait été largué justement au jeu de la géopolitique mondiale? La géopolitique sportive. Oui, ça peut arriver, on peut voir les choses comme cela, si peut-être il peut avoir une affinité idéologique ou je ne sais plus trop avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire, ce qui pour moi me semble pas très correct. C'est quand même que les questions de corruption, peut-être on a privilégié, peut-être on a privilégié
une zone, l'Afrique de l'Ouest ou la CEDEAO, je ne sais plus, mais en ma souvenir, je pense qu'il y a eu quelques années, je pense 2 en avant, le Cameroun avait été dans une situation comme celle-là, surtout dans le basket. Je me souviens, nous qui étions, on parle de sport, sans vouloir heurter les gens, on pensait que le Nigeria avait aussi joué copain-copain pour que le Cameroun passe. Donc, mais le conseil que je veux donner, c'est que on est dans le sport. Toutes les négociations se font maintenant. Il faudrait que quand on est une équipe nationale, qu'on aille dans une compétition avec la capacité ou bien alors l'éventualité de jouer à 100% ses chances et d'être détenteur à 420% ses chances de qualification. S'il faut attendre qu'une contre-performance au point d'une équipe ou bien encore une victoire de quelqu'un, on n'est pas justement maître de son destin et chaque fois qu'on sortira, on va aller chercher sur ce genre de choses. Mais après, je dis, il y a un fait qui est là, c'est que une certaine opinion pense qu'il y a eu une tricherie, il y a eu favoritisme, il y a eu arrangement. C'est un ange quand même. Maintenant, je ne veux pas parler des États comme cela, je ne veux pas dire que... D'après le classement, d'après le récent classement d'Amnesty International, non, je me fie au classement, au récent classement d'Amnesty International et de Transparency. Non, on les a lus. En matière de corruption, le Nigeria n'est pas quand même un bon élève. Oui, je suis d'accord, mais on les a lus, mais bon, après... C'est le Cameroun non plus, d'ailleurs. Oui, voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est que il y a eu, en fait, il y a quelque chose qu'on soupçonne, il y a une certaine opinion qui pense qu'il y a eu une certaine malveillance, une certaine complicité, cette tricherie, utilisons le mot, maintenant que les instances en charge de gérer des questions d'éthique, de veiller sur l'équité, de veiller sur l'aléa sportif, justement, commettre des enquêtes là-dessus et qu'ils établissent des responsabilités. Alors, s'il est avéré, avec preuve à l'appui... On va revenir justement sur ce qui devrait être fait s'il est avéré. Mais déjà, moi, Raymond, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas privé là l'Afrique d'une occasion peut-être unique de pouvoir véritablement vendre le basketball africain, parce qu'on sait quand même que derrière, si le Cameroun se qualifiait, on aurait eu quand même l'opportunité d'avoir de gros noms comme Bahamouté, comme Embiid, qui est aujourd'hui ce qu'il y a de meilleur, ou alors comme Pascal Siakam. Est-ce qu'on n'a pas privé le continent africain de véritablement se positionner dans l'échiquier mondial du basketball, si jamais il y avait eu, par exemple, c'est pas la première fois. Hein. Il y a eu des Coupes d'Afrique sans le Cameroun. Le Cameroun, tout en forme, n'a pas participé. C'est pas la première fois. Moi, je dirais, pour la première question, oui, on a fauté sur un management, c'est-à-dire que... On n'a pas géré les réseaux, on n'a pas activé tout. On n'a pas activé tout parce qu'on a joué la carte du talent. On a joué la carte du talent, on était trop fort et on a joué, on a dit on va passer. Voilà, alors que c'est la même chose qui arrive avec le football aujourd'hui. On est resté dans le foot passion, on n'a pas pensé au foot business. Ouais. Parce qu'il faut dire quand même que pour revenir rapidement dans le foot avant de repartir dans le basketball, il y a une affaire pendante aujourd'hui quand même entre le Cameroun et les îles Comores. Et justement, peut-être faudrait-il déjà engager des négociations pour ne pas justement se confronter aux TAS qui pourraient nous retirer une qualification pour la CAN. Voilà. Donc, je dirais que ce serait priver l'Afrique d'une très grande nation, c'est-à-dire d'une grande représentation. Encore que les gars sont en forme. Joël Embiid, Pascal Siakam. On aurait des beaux matchs. C'est les meilleurs de l'heure. Ironiquement, si c'est voir des gars qui ont entre guillemets fait une truffe, voir jouer ce genre de personnes là, je pense que ce ne sera pas différent, leurs matchs ne seront pas différents de ce qu'ils ont fait face au Nigeria, pour dire comme ça. Voilà. Alors Tatou, justement, Yann évoquait déjà cela, on va revenir sur lui, mais déjà, si jamais les faits, justement, parce qu'il faut rappeler que la Fédération camerounaise de basketball et la Fédération centrafricaine de football ont porté plainte auprès de basketball. Oh, tu n'es pas sérieux, franchement. C'est parce que tu portes un maillot de foot et tout. Donc, il faut dire donc la FECA Basket, qui est donc la Fédération camerounaise de basketball, et la Fédération centrafricaine de football ont porté plainte auprès de la FIBA et ont demandé une enquête. Et si jamais les faits qui sont reprochés à la Côte d'Ivoire et peut-être au Nigeria étaient avérés, qu'est-ce que risquent justement ces fédérations-là, et comment faire pour que cela n'arrive plus jamais sur le continent africain? Bon, déjà, il faut dire que... C'est quelles sont les sanctions? De quel ordre?
Je connais pas très bien si les tests ont changé. J'ai pas consulté les tests avant de venir ici. Mais les sanctions vont de 2 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a des amendes de 50, 100 000 dollars à payer et autres et tout. Il y a pas mal de... Maintenant, c'est en fonction des fautes. Hein. C'est en fonction des fautes. De la gravité. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on éviterait ça? C'est au niveau du calendrier. Parce que si le Cameroun doit jouer, qu'il doit attendre 1 mois et demi après pour voir notre match se jouer. Ça, c'est vrai quand même que dans le football, généralement, on permet quand même que les matchs se jouent au même moment pour éviter ce genre d'arrangement. Le Cameroun, c'est en train de jouer contre le Mali à Yaoundé et la Côte d'Ivoire contre le Nigeria à Abidjan. Et peut-être le Nigeria contre le Mali à Abuja et le Cameroun contre le Nigeria. Et à ce moment-là, on saurait directement après, au terme des 2 matchs, qui ne va pas. Tout à fait. Donc maintenant, quand on reste et on attend que le match se joue 3, 4, 5 semaines après que nous on ait joué notre match, il y a ça donne du temps quand même pour avancer dans les négociations, si jamais négociation il y a. Voilà, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que tout comme le Cameroun aussi le Nigeria aussi a des stars. Il y a des... En NBA, tout à fait. Oui, et puis après... dire que le manager général de l'équipe des Raptors de Toronto actuellement est nigérien. Oui, voilà. Donc, il faut comprendre que le Nigeria aussi ne va pas vouloir forcément que le Cameroun vienne prendre la pole position en Afrique. Donc, il y a une guerre de leadership. Aujourd'hui, en NBA, quand on parle de basketball c'est Siakam, c'est Embiid. Le basketball africain, c'est Siakam, c'est Embiid. Donc, maintenant, après, les coups d'égout et autres, tout ça sont un peu en arrière. Bon, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que il faudrait qu'on fasse attention. Moi, je suis dans une logique où il faudrait qu'on arrête de penser qu'on a du talent et qu'on s'arrête au talent. Justement. Parce que même il faut dire que l'équipe nationale de basketball n'a pas fait une excellente campagne. Parce qu'elle était également privée de ses stars. Non. Ces stars. Il faut dire que même Bahamouté, qui de temps en temps vient souvent, n'est même pas venu. Mais la dernière fois ici, quand j'ai assisté au fameux match, Luc n'était pas là. C'est de ça que Luc n'était pas là. Depuis, je ne sais pas combien de temps, depuis peut-être 2 ans et demi, 3 ans, Luc n'a pas joué. Mais l'équipe nationale a joué des matchs. Est-ce que, parce qu'il faut dire, il y a des gars à l'équipe nationale qui jouent aujourd'hui, avec qui moi j'ai joué. Et avec qui j'ai joué en junior ou je ne sais pas trop quoi, qui sont encore là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de relève? Vous comprenez un peu? Donc il faudrait qu'on arrête de penser qu'on est assez fort. Non seulement on ne gagne pas très bien les matchs, et après crier au scandale après. Moi, Yann, peut-être autre solution. Quelles seraient justement les solutions qu'il faudrait apporter en vue justement d'éviter que ce genre de cas se répète? Simplement être vigilant, c'est-à-dire que je pense que en Europe par exemple il y a des experts qui peuvent être capables d'analyser la performance des joueurs et te dire si effectivement il a levé les pieds. Je me souviens encore, j'ai regardé les matchs de tennis, des yeux naïfs, je ne pouvais pas savoir que Davydenko pouvait vendre les matchs même quand il s'agissait d'une demi-finale. Mais il a fallu que des experts s'y penchent, qui se disent ok d'accord, c'est Davydenko pour ce type de points. Généralement dans les pareilles situations, Davydenko ne peut pas perdre ce point. Donc du coup, il y a des situations comme ça, il y a des mécanismes comme ça. Mais après pour dire, il faut simplement qu'on ait des institutions sérieuses qui soient capables d'abord, par des moyens de répression, de pouvoir détecter et punir ce genre de comportement. Maintenant, pour revenir au cas spécifique de ce match, je pense qu'il y a une enquête qui doit être sérieusement ouverte. S'il y a des responsabilités établies, comme Tatou l'a tapé, pourquoi pas rejouer le match ou disqualifier naturellement. Mais après, ce que moi je veux dire pour finir, c'est qu'il faudrait que quand on va à une compétition, qu'on ne néglige aucun match. Tout à fait. Si on vient rester là, attendre que d'autres nous aident, qu'ils soient compatissants ou bien qui nous témoignent leur sollicitude, ce ne sont pas des amis, ils ne sont pas contents qu'on y soit. Il y a un enjeu de leadership au niveau du continent qui est aussi compréhensible. Pourquoi permettre que des stars comme Joel Embiid ou Siakam bénéficient d'une exposition lors des championnats du monde de basketball au détriment des stars nigériennes? Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. En même temps, je pense que je suis de ça, c'est ma position. Je suis de ceux qui pensent que le sport
doit défendre certaines valeurs. Le sport doit être le véhicule de certaines idées saines. Donc du coup, si on veut montrer qu'on est transparent en Afrique, c'est par le sport que ça doit passer. Maintenant, si on veut faire l'apologie de la tricherie en pleine compétition sportive et qui puisse encore des matchs qualificatifs pour une compétition comme une Coupe du Monde, je pense que ce ne sont pas de bonnes images. Après, je pense que la polémique devrait s'arrêter là s'il n'y a pas d'effet probant. D'accord. On va ressortir justement de ce sujet par toi, Raymond, des propositions justement en vue justement d'éviter, si jamais il y avait eu tricherie, d'éviter justement que cela ne se reproduise. C'est comme l'a dit Yann, moi je pense qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que au-delà du simple talent, c'est toute une machine administrative, une machine de management qui est mise en place. C'est-à-dire qu'il faut que les gens contrôlent. Et tout à l'heure, il a dit qu'il y a des matchs qui sont joués 5 jours après et tout. C'était à l'administration camerounaise de basket de dire que voilà, nous nous opposons à cela, nous voulons jouer comme ceci, nous réclamons cela. Ça existe dans tous les sports. Et ils avaient le droit d'avoir un oui ou un non. Alors ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils pensaient que voilà, nous sommes talentueux, nous avons la capacité d'y aller. Et ceux qui sont vigilants les ont pris de court parce que en fait c'est tout ça le sport. Le sport en fait, c'est pas que le talent. Tout à fait. Alors nous on va partir dans la dernière rubrique de cette émission, une rubrique que Raksha affectionne énormément et que Tatou également affectionne énormément quand il n'est pas en train de surfer sur WhatsApp pendant que je présente mon émission. Et donc c'est le quiz. Alors, que personne ne vous trompe, à l'avance, il faut dire que les panélistes ont à l'avance le conducteur et ils savent sur quoi va porter le quiz. Mais on ne comprend pas pourquoi Tatou n'a jamais réussi à engranger 2 points dans un local de cette émission. Nous sommes en direct un dimanche et je viens de parler de la Fédération ivoirienne de basketball et je reçois déjà des menaces. de mes amis ivoiriens qui regardent. On aime bien les Ivoiriens, on le dit. Il faut rappeler quand même que vous avez piqué, vous les Camerounais, la CAN, la Côte d'Ivoire. Non, moi je reste sur le basket. Alors, j'ai mes amis ivoiriens qui m'attaquent déjà là. Ouais, on aime bien les Ivoiriens. Alors, il faut dire que le quiz aujourd'hui va porter sur l'histoire entre Puma et la Fédération camerounaise de football. Les gars, je veux la date de la dernière signature du contrat entre Puma et la FECAFOOT. La date. Vous avez tous dit sur le plateau que le contrat était expiré. On est d'accord. Mais quand a-t-il expiré? La date du dernier, il n'y a personne. Bon, d'accord, je vous aide un peu. C'était en 2010. Le mois, donnez au moins le mois. Au moins le mois, les gars. Le contrat est expiré, donnez au moins le mois. S'il est expiré. Février 2010. C'est quoi, c'est Paris Foot? C'était le 1er décembre 2010 dans un hôtel de la ville de Yaoundé qui porte donc le nom de Hilton. Et ça s'était très bien passé. Il faut bien qu'on attire les sponsors dans cette émission, frère. On ne vit pas. Il faut bien qu'on attire les sponsors. Alors, la question que je vais vous poser à ce moment, qui était le président de la Fédération camerounaise de football? Rapidement. Voilà, super, le premier point de Yannick. Super. Ça s'applaudit quand même. Yannick a arrangé le premier point quand même. Voilà, super. Ouais. Alors, la dernière question. Comment les dernières déjà? Bon, l'avant-dernière question. Alors, l'avant-dernière question. Depuis quelle année Puma est au Cameroun? Depuis quand Puma s'est installé au Cameroun? Nous sommes en 2018. 98, super, c'est la bonne réponse. On applaudit quand même. Yannick, ça fait 2 points. C'est la première fois que... C'est la première fois que Yannick... C'est la première fois que Yannick engrange un point dans le cadre de cette émission. Alors, on va ressortir par la dernière question. Avant Puma, de toute façon, j'ai gagné. Qui était là? Avant Puma, qui était là? Adidas. Adidas, super. L'équipement entier de ce plateau. Et puis, comme d'habitude, 0 plus 0. À Toto. Avant Adidas. Non, dernière question. Oui, avant Adidas. Après Puma. Alors, on va ressortir justement dans cette émission par un dernier mot. Moi, je vais m'intéresser 2-3 minutes justement sur ta structure, parce qu'il faut dire que tu pars du Cameroun justement le 5 prochain. Le 5, c'est quand? C'est lundi? C'est demain ou après-demain? Et donc,
tu pars donc du Cameroun et il faut que tu nous dises quand même que voilà que ce que tu nous réserves de bien, parce qu'on a besoin d'équipementiers, même si l'équipe nationale, il faut du lot, quand même les championnats locaux, il y a les playoffs qui arrivent, Tatou, et on a besoin par exemple d'un sponsor playoff. Qu'est-ce que tu pourrais... Voilà, je rentre le 5, j'atterris en Bulgarie. Tout à fait. Parce que nous avons la présentation officielle du catalogue 2019-2020 avec Sportica. Sportica, ouais. Et nous avons des très grandes propositions en ce qui concerne le sport d'élite au Cameroun, pas seulement le football. Tout à fait, tout à fait. Nous avons un projet qui vise à vêtir, je mélange l'italien avec le français, qui vise à vêtir tous les sports d'élite. C'est-à-dire qu'un package assez consistant. Tout à fait. Ça veut dire que pour les playoffs, s'il y a de bonnes négociations, peut-être la Ligue de football professionnel. Un package assez consistant qui, je vais m'arrêter aux tenues de compétition qui sont à 5 tenues de compétition. Wow. Donc, de couleurs différentes? Ouais. Non, 2 tenues de réception de même couleur, 2 tenues de match extérieur de même couleur et une tenue pour le match international. Donc avec la possibilité de changer un maillot s'il est déchiré, s'il y a des nouveaux flocages et tout, mais tout cela, ce sont des petites clauses entre... Et quelle est la stratégie quand même que vous comptez à... La stratégie, elle est très simple, je l'expliquais tout à l'heure à Tatou. Voilà, nous avons la possibilité de toucher des partenaires financiers et vu que les clubs très souvent n'ont pas cette possibilité d'achat, parce que, on va le dire, les packages varient entre 5 et 6 500 000. Wow, ouais. Et voilà, quand on parle de 2 millions qui a été offert par la Ligue, c'est un peu difficile. Alors nous mettons à disposition notre compétence afin de pouvoir chercher ces sponsors. Qui vont acheter les maillots. Qui vont acheter, et qui vont faire les maillots une seront forme... brandés à leur marque. Pas totalement, ils vont utiliser entre 10 et 11% de l'espace de tout branding. à fait, donc notamment les manches. Ouais, d'accord. Ouais, c'est une bonne approche. Je pense que là j'ai trouvé le sponsor du Tournai Cadara Club. Voilà. En tant que Yannick aussi doit être heureux, parce qu'il faut dire que Yannick c'est ce qu'on appelle un socios justement du TKC. On s'est rencontré à Promo, en tant que directeur marketing du Tournai Cadara Club, je vais déjà me rapprocher de Sportica, ça serait pas mal. Et alors dans bon, maintenant aussi en tant que partenaire Ligue professionnelle de football par rapport à l'organisation des playoffs qui arrivent, on peut aussi c'est aussi ça le cas du sport business. Le sport business qui est une plateforme pouvoir collaborer entre les professionnels. Voilà, je dirais Intermanagement sponsorise déjà, il faut dire, l'équipe nationale de cyclisme qui a couru. Oui, c'est vrai qu'on a vu les maillots justement du côté de promo, le salon de l'entrepreneuriat qui a été très sollicité. Voilà, maintenant on est en pourparlers avec beaucoup de clubs et ça promet. Ça promet pour le package que nous offrons. Bah super, donc tu as trouvé une famille mon frère, donc n'hésite surtout pas, Sport Business Squad, c'est la plateforme en Afrique qui permet justement de valoriser tout ce qui est autour du sport en ce qui concerne le management, le marketing et l'économie. Et donc nous, on a un partenaire désormais, que tu sois en Italie, que tu sois au Cameroun, on continue à soutenir le projet. Alors Yann, un dernier mot pour sortir de cette émission. Juste revenir sur ce qui a été dit, j'appelle vivement nos dirigeants parfois de faire confiance à une expertise, qu'elle soit internationale ou pas, de suivre sans a priori les conseils. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau. Merci à Vincent pour sa contribution. Vincent Chaudel, oui, depuis la France. C'est pas évident que des gens comme ça nous donnent assez de temps, puis donnent leur expertise. Je pense que ensemble ici, on pourra collaborer et travailler sur des projets qui peuvent avoir une portée internationale. Tout à fait. Alors, Tatou, un dernier mot pour sortir? Moi, je vais dans le même sens que Yann, parce que nous avons besoin que la plateforme soit enfin, nous avons besoin de liberté pour travailler. Et nous avons aussi besoin d'une structuration sérieuse. Tout à fait. Pour pouvoir travailler. Parce que si après, vous avez vu, il y a, je crois que c'était jeudi, il y a eu l'Assemblée Générale à la Ligue professionnelle de football. Avant l'Assemblée Générale, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu blocage du championnat.
il y a eu ceci, il y a eu ceci. On a finalement eu l'Assemblée Générale. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très court. On ne peut pas vraiment travailler par rapport au championnat qui est en cours. On ne peut que essayer de se rattraper par rapport aux playoffs. Vous comprenez que nous autres qui sommes partenaires, Six Sports est partenaire de la Ligue professionnelle de football, Tato Valley est partenaire de la Ligue professionnelle de football, Omco, ils sont nombreux là. On n'arrive pas forcément à se déployer sur le terrain quand on n'a pas un calendrier bien organisé, quand on n'a pas une structuration bien précise. Donc, ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est que nous appelons, moi personnellement, j'appelle les pouvoirs publics et les dirigeants à parfois laisser les égos personnels de côté et travailler pour le bien-être du mouvement sportif camerounais. Tout à fait. Nous également, c'est ce qu'on fait dans le cadre de Sport Business Squad. Je pense qu'en début d'émission, Yannick l'a dit tout à l'heure, il faudrait que le pouvoir revienne au principal acteur qui est donc le sportif. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé justement de concevoir dans le cadre de cette émission une nouvelle rubrique qui va faire son baptême de feu probablement la semaine prochaine, qui s'appelle donc la bourse des valeurs, qui va donc nous permettre justement de sous-peser en fonction des performances de certains joueurs du championnat professionnel du Cameroun, quelle pourrait être leur valeur marchande sur le plan national et surtout sur le plan international. C'est donc justement une rubrique qui nous sera concoctée par Martin Amougou, qui a donc rejoint la grande équipe Sport Business. Donc, prenez donc rendez-vous, la rubrique, ce sera donc la bourse des valeurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit donc, la semaine prochaine, on espère que Raksha sera là. Si Raksha n'est pas là, je serai là parce qu'il faut bien que le club tourne. Il faudrait bien que, voilà. Mais toi, Tatou, puisque tu viens de Bafia, tu nous amènes manger un peu la viande de brousse. Non, en fait. Super. On ne dit jamais non, donc on suppose que non, c'est illégal. Ah oui, c'est illégal. C'est illégal, voilà. Donc, on va manger la viande de brousse. D'accord. Pas de vipère, rien. Non, pas du tout. Parce que. Ok, on va prendre un jus alors après l'émission. Ce sont des espèces protégées. Donc, je suis pas. D'accord. Par contre, il y a du vin blanc. Super, on se prend donc un bon verre de Matango juste après l'émission. Pas le vin blanc d'Italie. Le vin blanc du Matango, on appelle. On va boire un peu de vin blanc avant de quitter justement le continent. D'accord. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec la même joie, le même bonheur et surtout la même humeur. Et on dit merci à tous ceux qui ont participé. Je pense à Ledou qui est du côté de la technique. Je pense à Père Mathieu. Je pense à William et surtout la supervision de Monsieur Ngoumou et surtout du directeur technique. Il s'appelle Christian Kenyé. Il était également avec nous. Il nous suivait de très près. Donc merci à toute cette grosse équipe là. Il y a Yolène qui va nous retrouver la semaine prochaine. Il y a Marielle qui était là. Et il y a Martin, je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout Raksha qui sera avec nous peut-être très bientôt. Nous, on dit quoi? Rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, restez sport et surtout business.